Louis Gravron, bienvenue derrière ce micro. Vous êtes le président de la CLCV de Saint-Malo, association de consommateurs bien connus et reconnus. Et effectivement, si vous êtes locataire, chers amis auditrices et auditeurs, alors cette chronique va particulièrement vous parler, puisque la CLCV peut vous aider et on va voir comment. Bien, bonjour Monsieur Navin. Alors tout d'abord, ça s'adresse aux futurs locataires ou à ceux qui y sont déjà. Il y a toujours des choses à rectifier. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'être locataire? C'est un contrat entre deux personnes, un propriétaire qui met un logement à disposition d'un occupant et un locataire, donc l'occupant, qui paye un loyer. C'est la contrepartie. Le logement doit être décent et le contrat est formel. Et généralement, on signe quelque chose avant, il y a une visite, un état des lieux. Il y a un contrat formel écrit, signé des deux parties, un exemplaire pour chacun, un état des lieux signé des deux parties, un exemplaire pour chacun, et des pièces jointes. Alors, il y a différentes manières de chercher un logement. Alors, on cherche ou un vide ou un meublé. C'est le choix de chacun. Sachant qu'un meublé, il y a une liste des matériels qui doivent être mis à disposition dans le logement. Et puis de l'État aussi, pareil. Hein. Et de l'État, bien sûr. Des meubles notamment. Alors, on a un bail classique. Pour le vide, le bail classique, c'est 3 ans. Renouvelable tacitement tous les 3 ans. C'est pas d'une année sur l'autre, c'est tous les 3 ans. Et on a le bail meublé qui est de 1 an renouvelable, tous les ans. Autrement, on a un bail étudiant. C'est un bail de 9 mois qui n'est pas renouvelable. C'est-à-dire que l'étudiant est obligé de changer de logement la fois suivante. Et puis on a un bail mobilité qui est de 10 mois maximum, non renouvelable lui aussi, qui est réservé aux personnes qui cherchent du travail, qui sont en mobilité. Voilà. Concernant le bail étudiant, Louis Gravron, est-ce que vous êtes au courant si la législation évolue? Je prends l'exemple d'un étudiant qui arrive en ville, qui prend un appartement en location pendant le temps d'une année, par exemple, à l'université, mais s'il va jusqu'au master ou même jusque plus loin, au doctorat, il va certainement lui falloir plusieurs années de location. Il faut qu'il re-signe à chaque fois, alors, c'est ça? Ou est-ce qu'il doit changer? Dites-nous. Il doit changer, son bail arrive à terme et il n'est pas renouvelable. Ah, il n'est pas renouvelable, donc il doit déménager, en fait, c'est ça? Donc il faut qu'il déménage. Ouais. Ou alors il prend le bail classique de 3 ans. D'accord. Sauf s'il est en cité universitaire. Alors là, il y a peut-être un statut particulier à la cité universitaire. Il peut prendre, s'il est sûr de faire 5 ans d'études, il prend un bail classique de 3 ans, il est renouvelable, et il peut le dénoncer quand il veut, sur justification, c'est pas compliqué. Ok. Alors, un bail écrit, hein, ça c'est important. Alors, ce qui est très important, c'est que le bail soit écrit. Les paroles s'envolent et les écrits restent, comme on dit. Oui, c'est ce que je répète souvent à beaucoup d'adhérents ou de personnes qui viennent nous voir. Il faut que le bail soit écrit. C'est une sauvegarde pour l'avenir. Alors, certes, il n'y a pas de bail, on peut l'occuper en bon père de famille. Du moment qu'on paye son loyer, on a une justification. Mais s'il y a un problème, on est dans une situation un peu scabreuse. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on doit trouver dans un bail écrit, hein, c'est-à-dire il est fait en 2 exemplaires, signé des 2 parties, et le locataire doit repartir immédiatement avec l'exemplaire du bail, et pas le propriétaire qui dit « je vous l'enverrai dans 8 jours ». Ça, il faut éveiller à ça. Ouais. Ça, il faut éveiller parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'on rajoute quelque chose. Donc, bien évidemment, on retrouve le nom et les coordonnées du bailleur, celles du locataire. Est-ce qu'il y a un garant pour se porter caution du locataire ou pas? Et en contrepartie, le locataire qui n'a pas beaucoup de revenus, qui n'a pas de garant, peut souscrire une garantie visale, qui est une garantie d'État, qui vient subvenir au non-paiement des loyers au cas où, à condition que la garantie visale soit acquise avant de signer le bail. Ah, voilà. Et ça, où est-ce qu'on doit se renseigner pour ça? En faisant visal.fr, on a les infos et on a même tout ce qu'il faut dessus. Ok, on va tomber sur le site. Alors on peut être en colocation, ça doit être précisé sur le bail. Oui, c'est la question que j'allais vous poser, oui. Hein, la colocation, c'est où chaque colocataire a un bail particulier ou c'est le bail qui est commun aux deux. Donc il y a des nuances, quand il y en a un qui va partir, c'est celui qui reste qui prend en charge la totalité. Il faut situer bien évidemment où se trouve la location, ça va de soi.
savoir si c'est une maison, si c'est un appartement dans une copropriété, en gros, quelle est la période de construction du bâtiment, parce que ça a une incidence sur le dossier des documents techniques qui doit être fourni derrière. On doit trouver la surface louée, le nombre de pièces principales et son usage. Est-ce que c'est un usage de logement? Est-ce que c'est un usage professionnel ou mixte? Alors la surface louée a une importance, entre autres, quand il s'agit de faire payer l'état des lieux. Parce qu'il y a une participation du locataire qui se fait au mètre carré. Et puis, on a besoin de savoir, on peut avoir une pièce avec 50 mètres carrés, et puis on peut avoir deux pièces avec 25 mètres carrés. Il faut savoir le type de chauffage, combien on consomme. Il faut savoir si on est en dessous du seuil de, alors je dis ça de mémoire, 450 kWh par mètre carré par an en 2013, sachant que on va voir ça dans le dossier des performances énergétiques, parce que cette donnée-là a une importance. Et puis, il faut savoir quel type d'équipement divers on a. Est-ce qu'on a une cave à disposition, un balcon, une cuisine équipée, la télévision, Internet, la DSL, la fibre, voilà. Et de tout ça va dépendre, bien sûr, le montant du loyer mensuel. Alors, le montant du loyer derrière est une conséquence de l'ensemble. Est-ce que c'est encadré, d'ailleurs, ça? Ou est-ce que chacun fait ce qu'il veut en la matière? Alors, logiquement, le locataire est en droit de demander le montant du loyer de son prédécesseur de façon à vérifier que l'augmentation n'est pas excessive et reste conforme à la loi. C'est-à-dire, ça doit être... c'est l'indice IRL. Ok. Voilà, bon. Il est en droit de le faire. En général, les gens ne le font pas, mais il est en droit de le demander. Si augmentation du loyer il y a, de toute façon, communication, il y aura aussi en amont. C'est-à-dire que le locataire ne sera pas mis devant le fait accompli en recevant une facture avec un loyer plus élevé, en fait. Non, le propriétaire... Alors, ça fait partie des clauses du bail. Ouais. Est-ce qu'on indexe ou pas le loyer? Par rapport à l'inflation, par rapport à... Voilà. Alors, il y a ce qu'on appelle l'IRL, c'est l'indice un indice qui permet d'augmenter légalement le loyer en prenant l'indice IRL de l'année d'avant. Il est plafonné en 2023, il est plafonné à 3,5%. Donc Oui, si l'indice IRL nous donne 3,50, 3,70, c'est ramené à 3,50. Si l'indice IRL calculé arrive à 3,49, on est à 3,49. Ok, c'est précis. Et puis il doit y avoir le début de la location, la durée du bail. Oui. Est-ce que c'est le loyer et avec ou sans charge? Est-ce qu'il y a une clause de révision du loyer? C'est donc sur la base de l'IRL. Est-ce que les charges sont récupérables ou pas? Est-ce que c'est un forfait? Est-ce que c'est une régulation annuelle? Est-ce qu'il n'y a pas de charge? Est-ce qu'il y a un dépôt de garantie? Si oui, de combien? Sachant que pour un meublé, il est de 2 mois maximum, et pour un vide, il est d'1 mois. Quel est le mode de paiement du loyer? Est-ce que c'est par chèque? Est-ce que c'est en espèces? Est-ce que c'est par virement? J'attire l'attention sur le fait que si ça se fait en espèces, il faut qu'il y ait une trace. Une quittance? Il faut qu'il y ait une trace. Une quittance de loyer, parce qu'autrement, le propriétaire pourra toujours dire, oui, s'il est malveillant, bien sûr. vous ne m'avez pas payé mon loyer. Ouais. Voilà. C'est pour ça que la solution... Et puis, la date à laquelle on fait démarrer le loyer. Est-ce qu'on demande à terme échu, avant une date déterminée? Tout ça, ça doit figurer dans le bail. Question Louis Gravron, concernant le montant à régler avant de rentrer effectivement dans le logement. Vous avez parlé de mois d'avance. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des demandes de plus d'un mois d'avance? Est-ce que vous avez eu vent à la CLCV de Saint-Malo, par exemple, de quelqu'un qui demandait plus d'un mois d'avance, 2-3 mois? Est-ce que c'est arrivé ça ou pas? Non, autrefois c'était 2 ou 3 mois, la réglementation a changé, maintenant le pli est pris. Non, on n'a pas eu d'écho de ce côté-là. Ok. Et puis les honoraires de location, si on passe par une agence immobilière ou par un huissier. Alors ça, on va voir ça un peu plus loin. Ok. Alors, ensuite... On a signé un bail, mais le bail, il faut un état des lieux. Un état des lieux encore pareil, en 2 exemplaires, signé des 2 parties, et pour lequel le locataire repart avec le papier à la main, une fois qu'on lui a remis les clés, qui doit se faire en même temps.
Ça, c'est impératif. C'est toujours pour la même chose. On peut rajouter ce qu'on veut derrière ou enlever. Ce bail de cet état des lieux, le bail doit être au bail doit être joint le dossier des documents techniques. Alors, le coût du bail, il peut être payant quand on passe par un professionnel, une agence immobilière. C'est 50% du montant de la facture, limité, et c'est là qu'on limité à 3 euros TTC par mètre carré habitable. C'est pour ça qu'il est important d'avoir dans le bail la surface louée. Bien sûr. Et quand on passe par un huissier... Quel est le montant, là, pour le coup? C'est 50% pour le propriétaire, 50% pour le locataire. Alors, il y a des modifications à voir en fonction, suivant qu'on est dans une tranche à moins de 50 mètres carrés, entre 50 et 150 et au-dessus de 150 mètres carrés. Bon, je ne vous donne pas les chiffres, j'avoue honnêtement, je ne les ai pas cherchés, mais je sais qu'ils existent. Et l'intérêt de passer par un huissier, c'est quoi? En cas de litige, de se prémunir ou est-ce que... Non, le fait de passer par un huissier, il est indépendant des parties. Il opère, c'est parole d'évangile, hein, entre guillemets, et c'est pas contestable. Juridiquement, quoi. Juridiquement. Ouais. Par contre, c'est au locataire à bien dire à l'huissier ou au propriétaire. Alors, dans l'état des lieux, ce qui est important, on prend pièce par pièce et on la décrit. Il y a un radiateur, il y a du carrelage, il y a 2 carreaux fêlés. Sur le panneau sud-est, il y a 30 trous. Voilà. Parce qu'à la sortie, on prend l'état des lieux entrée et on fait la différence. Et tout ce qui est entre les deux, entre l'entrée et la sortie, est imputable au locataire par définition. S'il y a un vice, par exemple... Alors, s'il y a un vice de construction, sauf à lui à faire la preuve du contraire. Ouais. Et voilà, si l'isolation thermique n'est pas assurée, par exemple, si le locataire qui fait la visite avec le propriétaire s'assure que c'est pas bien effectivement assuré, cette isolation thermique... Normalement, on a un niveau de chauffage qui est lié à l'isolation, qui figure dans le DPE. Okay. Alors le DPE, il est classé de A à G. G, c'est mauvais, A, c'est parfait. Et phoniquement, pareil? C'est-à-dire quelqu'un qui loue au-dessus d'une discothèque, par exemple Il n'y a rien de phonique. Alors là, quand c'est phonique, la seule solution... Alors, on discute entre locataires du dessus et du dessous pour se mettre d'accord. Évitez de traîner vos chaises à partir de 22h. Mettez votre télé en sourdine. Et s'il y a une contestation, on est obligé de prendre un expert acousticien. Ça vaut 1 500 € pour enregistrer. Chacun a une oreille différente. Donc chacun perçoit des bruits différemment. Donc la seule solution, c'est qu'il y a un expert acousticien qui vient avec des machines. Il enregistre le bruit. On est au-dessus de la norme. Le local ne correspond pas. Celui du dessus, en général, c'est ça, a l'obligation de faire des travaux d'isolation. Si on est en dessous, c'est qu'il a une oreille trop fine. Voilà. Ok, d'accord. Donc il faut réfléchir avant, parce que c'est pas donné quand même la prestation là, pour faire intervenir après ça, quand on a fait... alors ça arrive souvent quand on a un ancien parquet et qu'on transforme, qu'on rajoute un carrelage par-dessus. Là, on a des vibrations. Alors, il y a les bruits... Je ne rentre pas dans les détails. Il y a les bruits solidiens, les bruits aériens. Les bruits aériens, c'est la télé. Les bruits solidiens, c'est la chaise qu'on traîne. Donc, il y a des niveaux différents à chaque fois. Mais ça, c'est une affaire de spécialiste. Et puis, engager 1 500 € pour ça, je pense qu'il y a des moyens de se mettre d'accord avant. Alors, maintenant, je regarde si... oui, alors, je reviens un peu sur le VISAL. Alors, VISAL, c'est un organisme d'État qui supplée le locataire en cas de carence. Ça lui évite d'avoir un garant. Imaginez, vous êtes père de famille, votre fils est en études. Votre fils, le propriétaire lui demande « Ah oui, mais moi, je veux la caution d'un garant. » Le père dit « Oh là là, où est-ce que ça m'emmène ?» Il se porte garant. Alors, on peut se porter garant sans limite. On peut se porter garant pour une limite donnée.
Et imaginons que l'étudiant saccage complètement l'appartement, on va se retourner contre le garant. Et il n'a pas prévu ça en règle générale. Donc il existe une garantie visale qui sert pour les loyers impayés et qui sert aussi pour les dégradations. Alors il y a des conditions à remplir, mais elle permet au propriétaire d'être remis, lui, dans ses droits. Sachant que le propriétaire, son droit, c'est de fournir un logement décent. Son droit, c'est d'encaisser un loyer. Le locataire, son droit, c'est d'avoir un logement indécent. C'est, outre de payer son loyer, de ne pas dégrader l'appartement. Voilà. Bon, entre gens de bonne volonté, en général, ça se passe très bien. Hein. Alors après ça, on a le dossier des documents techniques. Alors, ce dossier des documents techniques, il reprend un certain nombre de documents qui doivent obligatoirement être donnés avec le bail. En général, les gens ne font pas attention. Ils en ont qu'un petit morceau. Ils ont ce qu'on appelle que le DPE, qui est le diagnostic de performance énergétique. Mais ils doivent avoir aussi le constat de risque d'exposition au plomb. Alors, le risque pour l'amiante, c'est pour ça qu'aussi qu'on demande l'âge de la construction. Parce que si la construction est postérieure à 93, il n'y a pas d'amiante. Donc à la limite, on n'en a pas besoin. Ça doit être fourni, mais s'il n'y en a pas besoin, ça ne sera pas bien grave. Je voudrais surtout... alors, le plomb, c'est valable 1 an, donc il faut le renouveler. Il y a aussi un diagnostic thermite, mais il n'y a qu'un endroit en thermite en Ille-et-Vilaine où il y en a. Bon, c'est du côté de Châteaubriand, dans le 44. Et par contre, l'installation gaz, c'est obligatoire aussi pour ceux qui l'ont. Et c'est valable 3 ans simplement, comme l'électricité. C'est plus valable 10 ans comme avant. Et puis le reste, c'est pour la vente, il y en a d'autres. Alors revenons sur le diagnostic de performance énergétique. Il a théoriquement une validité de 10 ans. Mais on a refondu ce diagnostic il n'y a pas si longtemps que ça. Donc les diagnostics antérieurs au 31 décembre 2017 n'ont plus cours. Si on les a, il en faut un nouveau. Les diagnostics du 1er janvier 2018 au 30 juin 2021 sont valables jusqu'au 31 décembre 2024, c'est-à-dire à la fin de l'année prochaine. Et autrement, il faut refaire un diagnostic de performance énergétique. Alors actuellement, et c'est là le chiffre qui est important, c'est qu'en 2023, on ne peut pas mettre en location et louer un appartement dont la consommation est supérieure à 450 kWh par mètre carré et par an. Ça figure sous le DPE, on est au-dessus de 450, le propriétaire n'a pas le droit de louer. Alors viendra après ça les logements énergivores, classe G, après ça un peu moins classe F, et pour l'instant c'est G et F qui sont visés. Alors il y a des dates, je les ai plus en tête, 2025, 2018, 20, par là pour les énergivores. Il est intéressant pour un locataire, en général il met ça dans les bagages. C'est intéressant si on se retrouve l'idéal c'est de se retrouver au moins en C ou en E, ou en D. Voilà. Le A est réservé à des logements tout neufs, hyper isolés. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Plus le diagnostic remonte vers A, moins il est énergivore, moins on consommera, et donc ça fait moins de charges pour le locataire. Surtout quand on parle du prix de l'augmentation de l'électricité. Voilà. Écoutez, on va devoir terminer cette chronique, Louis Graverand. Il y aurait peut-être encore des choses à dire sur le fait d'être locataire. En tous les cas, la CLCV peut vous aider. La CLCV à Saint-Malo, 2 places du Manoir, un numéro de téléphone 02 99 19 73 07. C'est un grand merci à vous. Alors, pour terminer, 30 secondes. Très vite, tout ce que je viens de vous dire, tout est régi par des textes, dont la CLCV possède les textes de loi, les textes de décrets, etc. C'est fini. Merci. Voilà, merci pour toutes ces précisions. On vous contacte. C'est la fin de Merci 111-12. Je vous retrouve lundi prochain. Merci pour votre attention. Au revoir.